Le Cap Fear. Rien que le nom est sinistre. Il s'appelle le Cap de la Peur, d'après des histoires de pirates qui remontent au XVIIe siècle. Les marins avaient peur de cette mer, parce qu'elle pouvait être terriblement agitée. On dit qu'elle fait des ravages lors des tempêtes et des ouragans. Il existe une légende selon laquelle cette région serait maudite ou porterait malheur, quelque chose du genre. Il y a eu de nombreux crimes commis dans le secteur. Mais j'ai vu des pleines lunes où les gens se comportent vraiment bizarrement. J'ai vu des vendredis 13 où de mauvaises choses se produisent. Un jour d'été 1977, un groupe d'adolescents quitte un bal du lycée, entre 22h30 et 23h. Barbara Lewis est une jeune fille de 17 ans. Elle et ses amis se disent au revoir. Barbara se retrouve à marcher seule. Wilmington n'est pas un endroit particulièrement dangereux. Mais au bout de sa rue, c'est là qu'on est le plus en sécurité. Le lendemain matin, la police de Wilmington reçoit un appel signalant la présence d'une jeune fille noire et qui est de toute évidence décédée dans la ruelle, juste derrière une maison. La police de l'époque se rend sur place et découvre Barbara Ann Lewis. Ses vêtements lui ont été arrachés. Elle ne porte plus que ses chaussures. C'est tout. Elle gît sur le dos sur ce terrain vague. Elle a été étranglée. On trouve des empreintes de talons à l'endroit où le tueur l'a traînée. On trouve une empreinte de chaussure que les enquêteurs photographient sur la scène de crime. La police trouve 2 personnes qui ont vu Barbara être emmenée de l'autre côté de la rue. Elles décrivent l'agresseur comme étant un homme noir de grande taille. C'est une description assez vague, mais qui nous donne néanmoins un point de départ. Malheureusement, à ce moment-là, on ne parvient pas à trouver quelqu'un en particulier. La région du Cap Fear est située dans le sud-est de la Caroline du Nord. Wilmington est, selon moi, une petite ville pittoresque. Elle est entourée par d'autres petites villes côtières. Je pense que Wilmington est un endroit où les gens sont plus superstitieux qu'ailleurs. Je pense que ça a un rapport avec le passé de cette ville et de toutes ces histoires de fantômes et de pirates que l'on peut entendre. Et il y a des tueurs en série qui sont passés par là. La croissance de Wilmington, tous ces nouveaux arrivants et tous ces touristes qui viennent ici, créent en quelque sorte un terrain de chasse. Pour moi, les gens croient qu'il existe une autre force dans la région qui provoque ces phénomènes. Et il y a l'intersection entre la 40 et la 95. La 95 va d'est en ouest et la 40 va du nord au sud.
Il y a clairement une sorte de côté sombre à cette ville, qui est le résultat de la position de Wilmington par rapport à ses autoroutes. Il y a une grande université ici. Je pense que certaines universités peuvent donner, ou donnent effectivement, un sentiment de sécurité. On constate une assez grande variété de crimes ici. Il y a la drogue. Il y a les activités des cartels. Tout y passe, des vélos volés aux tueurs en série. Je pense qu'avec les crimes graves, il y a toujours cette idée qui persiste que tant que le coupable n'a pas été arrêté, alors il y a une menace qui pèse sur la communauté. C'est inquiétant de savoir qu'il y a quelqu'un de dangereux, peut-être un meurtrier dans la région. Quelques semaines plus tard, à 2 heures de là, à New Bern, la police reçoit un appel d'une femme dans tous ses états. Elle a trouvé le corps d'une jeune femme qui a été sévèrement battue aux abords d'une école primaire. New Bern se trouve à seulement 160 km au nord de Wilmington. La victime est à moitié dévêtue, couchée sur le dos. Elle a violemment été frappée au visage et sur le corps. On recueille des preuves biologiques, comme du sang ou du sperme. Il n'y a rien d'autre à prélever. Je me souviens que c'est assez bizarre en raison de la nature des coups qu'elle a reçus. On l'a frappée si fort que l'empreinte de sa tête a été imprimée dans le sol. Son visage a été tellement frappé qu'ils ne savent même pas qui est la victime, jusqu'à ce que sa mère l'identifie comme étant Gwendolyn Nelson. Gwen est une jeune mère de 18 ans. Elle a une fille et elle vit avec sa mère. Gwen aime traîner dans le quartier. Gwen m'a toujours donné l'impression d'être quelqu'un de très dynamique et plein de vie. Elle dégage une aura particulière, celle de quelqu'un avec qui ça doit être agréable de passer du temps. Elle est également connue pour être quelqu'un qui ne se laisse pas faire, qui se bat, qui n'a pas froid aux yeux et qui sait se défendre. Lorsqu'une femme est tuée, beaucoup de gens demandent qui est le premier suspect. En général, le petit ami, le mari ou le concubin font toujours partie des suspects potentiels. La police contacte son petit ami. Il habite à 2 pas du lieu du crime. Il déclare qu'elle était effectivement chez lui ce soir-là. Il dit aux policiers que Gwen a quitté son domicile, qu'elle marchait dans la rue et qu'à l'intersection avec Elm Street, un homme noir est apparu et a commencé à parler avec elle. Puis il l'a attrapée par le haut du corps et l'a entraînée de l'autre côté de la rue, vers la cour de récréation. Le petit ami a pensé que c'était plutôt anodin. Il a cru qu'ils étaient en train de plaisanter et qu'ils se connaissaient. Il est rentré, a fermé la porte et il a été la dernière personne à la voir vivante. Son petit ami décrit le suspect comme étant un homme noir, plutôt grand, et donne une description de ses vêtements et de ses baskets. Il ne porte rien d'inhabituel. Mais les agents présents à ce moment-là ont du mal à croire cette histoire. Pourquoi n'est-il pas intervenu? Pourquoi n'a-t-il pas appelé quelqu'un à l'aide? Si vous voyez quelqu'un se faire attraper par le haut du corps et traîner hors de la rue, pourquoi ne rien faire? Il semble être un suspect sérieux. Ils ne peuvent pas affirmer qu'il est coupable, mais ils ne peuvent pas non plus l'écarter. Mais si le petit ami de Gwen dit la vérité, ça signifie qu'un tueur rôde toujours dans les rues de New Bern.
Dans les années 70, je ne peux pas imaginer la terreur que ces femmes doivent ressentir, sachant que quelqu'un les traque et s'en prend aux gens dans cette région. On commence à comprendre qu'on a un problème. Il ne s'agit peut-être pas d'un incident isolé. En tant que femme, on veut pouvoir rentrer chez nous seule la nuit en toute sécurité. Mais des cas comme celui-ci, où des femmes se font agresser, ça nous donne l'impression que ce n'est pas sûr d'être toute seule. C'est l'été 1977 ici à Wilmington. Le corps de Barbara Lewis est découvert. Puis, à seulement 2 heures de route, à New Bern, celui de Gwen Nelson est retrouvé. Ce sont 2 villes différentes. À cette époque, il n'y a aucun lien entre les 2 enquêtes sur ces meurtres. Voici une photo de moi en tant que journaliste pour le New Bern Sun Journal. Pendant des années, les meurtres de Barbara Lewis et de Gwen Nelson sont restés des affaires classées sans suite. Lorsque j'écris l'article pour le Sun Journal, j'ai l'occasion de parler à la fille de Gwen, qui n'avait que 2 ans au moment des faits. Elle ne s'est jamais sentie en sécurité lorsqu'elle quittait la maison, ni lorsqu'elle allait à l'école. Sa grand-mère l'a toujours gardée près d'elle, juste pour s'assurer qu'elle était en sécurité. 30 ans plus tard, en 2012, je travaille de nuit. Alors que je pars, un agent de patrouille m'aborde dans la ruelle. Il me dit qu'il recherche une personne disparue, Latricia Scott. Latricia est une jeune femme de 24 ans qui vit dans le centre-ville de Wilmington et étudie à l'université publique du Cap Fear. Elle a 2 jeunes enfants qui vivent avec elle. En janvier 2012, la mère de Latricia Ann Scott appelle la police. Elle cherche désespérément sa fille. Latricia ne répond pas à ses appels. Sa mère déclare que sa fille n'est pas rentrée des cours ce jour-là. En 2012, je suis enquêteur affecté à la division des crimes violents. Je travaille la nuit où Latricia Scott a été portée disparue. Je suis enquêteur à la police de Wilmington, affecté au service de brigade criminelle, mais aussi enquêteur chargé des affaires non élucidées. On commence par rechercher les agressions commises dans la région. On découvre une accumulation, un nombre élevé de viols, concentrés dans une petite zone précise pendant cette période. Au cours des 2 dernières années, dans cette zone précise, des femmes qui marchaient seules ont été saisies par derrière, traînées à l'écart et agressées. Cela se produit à plusieurs reprises au fil des ans. En 2008, puis en 2010 et 2011. On a clairement affaire à un violeur en série qui sévit dans cette région. En 2007, je prends la tête de l'unité d'enquête de la police de New Bern. On a plusieurs affaires classées sans suite qui n'ont pas été résolues. La plus ancienne est le meurtre de Gwendolyn Nelson qui remonte à 1977. Les agressions ont eu lieu à peu près à la même période. Dans certains cas, il y a une description du suspect. Un homme noir, assez grand et imposant. Fin 2008, je contacte les enquêteurs de la police de Wilmington. Les enquêteurs Odam et Tully. On compare nos notes. Lorsque l'enquêteur Dombrowski et moi comparons les affaires, je regarde sa photo de la scène de crime. Quelque chose de flagrant m'interpelle.
Il s'agit d'une photo d'une empreinte partielle de chaussure prise sur la scène de crime de Gwen Nelson à New Bern en 1977. Et voici une empreinte de chaussure prise sur la scène de crime de Barbara Lewis en 1977. Ça semble être la même empreinte de chaussure dans les deux cas. On remarque ensuite autre chose entre les meurtres de Gwen Nelson et Barbara Lewis. On examine certaines des photos de la scène de crime et ça me frappe. Elles sont presque identiques. Les victimes sont allongées au sol de la même manière. C'est la corrélation initiale dont on a vraiment besoin pour pouvoir confirmer que ces cas sont liés l'un à l'autre. Serait-ce le même homme? Si c'est le cas, il y a un seul homme que la police recherche. En juillet 1979, il est condamné pour 3 chefs d'accusation d'agression à Wilmington. Il avoue également plusieurs agressions et viols commis à New Bern. Il passe environ 30 ans en prison pour ces crimes commis à la fin des années 70. Les agressions ont cessé parce qu'il a été incarcéré le vendredi 13 juillet 1979. Il passe 3 décennies en prison et dès sa sortie, les viols recommencent. Dans la communauté, les gens sont terrifiés. Ils se demandent qui peut bien faire une chose pareille. Cet homme est un criminel vicieux qui se promène dans les rues. Il est capable d'enlever des femmes au hasard et de les agresser brutalement. Dans toute la ville, tout le monde sait que c'est loin d'être terminé. On sait qu'il a l'intention de chercher d'autres proies. Dans la région du Cap Fear, il y a eu le meurtre de Barbara Lewis en 1977 et celui de Gwendolyn Nelson la même année. Puis, on arrive en 2012. Latricia Scott disparaît de l'université publique du Cap Fear. On commence alors à remonter jusqu'au début des années 70 et on trouve jusqu'à une dizaine de viols non résolus autour du Cap Fear entre 1977 et 1978. Puis, en juillet 1979, le vendredi 13, il cesse. Il n'y en a plus par la suite. La date du vendredi 13 me met la puce à l'oreille. Parce que c'est exactement à cette date qu'un individu est condamné pour 3 agressions à Wilmington. Andrew Bernard Adams. Il a une carrure imposante. Il met beaucoup de personnes mal à l'aise. On le compare à la créature de Frankenstein. Une fois qu'ils comprennent qu'Andrew Adams peut être lié au meurtre de Barbara et de Gwen, ils se mettent à fouiller dans son passé et découvrent une histoire très sombre. Adams est incarcéré à l'âge de 17 ans pour viol et est libéré en mai 1977. En 1977 et 1978, sa mère vit dans le centre-ville de Wilmington et son père à New Bern. En raison du manque de technologie et de partage d'informations dans les années 70, Andrew Adams peut faire des allers-retours entre Wilmington et New Bern afin de commettre ses agressions sans que la police ne parvienne à établir un lien entre elles. Andrew Bernard Adams est incarcéré en juillet 1979. Il a été arrêté pour plusieurs viols commis dans cette région. À ce moment-là, sa peine est de 20 ans. D'après mes informations, Adams commet de nombreuses infractions en prison. Quand il sort, j'ignore s'il est prêt à revenir dans la société, ni s'il a tiré les leçons de ses fautes.
Selon la documentation qui nous est remise par le personnel médical du service de psychologie au sein de la prison, il est clairement indiqué qu'ils savent qu'il va récidiver. Il a passé 29 ans dans des conditions très difficiles, dans un cadre très institutionnalisé. C'est la photo d'identité judiciaire d'Andrew Adams à sa sortie de prison en 2007. En juillet 2008, une jeune femme marche seule dans un quartier très fréquenté du centre-ville. Elle rentre d'une soirée au bar. Soudain, elle est saisie par derrière et entraînée dans un endroit à l'écart, dans la cour d'une église. Il lui demande si elle a déjà été violée. La rumeur dit qu'elle est poignardée avec un bout de bois rempli de clous. Malgré tout, et heureusement, elle parvient à ramper jusqu'à la rue. Dépassant la voie, elle est couverte de sang. Par miracle, ces personnes lui sauvent la vie. On parvient à obtenir une description de son agresseur. Il s'agit d'un homme noir, entre 35 et 45 ans environ, mesurant aux alentours d'1,90 m, pesant sûrement plus de 90 kg, avec une carrure musclée et les cheveux courts. On en est convaincu. Andrew Bernard Adams est le responsable. Mais on n'a aucune preuve médico-légale prouvant qu'il est l'agresseur. Cependant, le fait qu'il soit en liberté et qu'il soit capable de récidiver, ça nous donne froid dans le dos. Les femmes de la communauté connaissent l'histoire d'Adams. Elles ferment leurs portes à clé. La peur règne. On ne sait pas quand il va frapper à nouveau. Est-ce que ce sera ce soir? Est-ce que ce sera demain soir? Où est-ce que ça va se passer? L'année 2010 est une autre année calme, jusqu'à ce vendredi 13. Une femme noire marche seule, en pleine nuit, dans une zone boisée. Elle prend un raccourci pour rentrer chez elle. Elle est attaquée par derrière. Son agresseur lui demande « T'as déjà été violée ?» Puis, il lui vole certains effets personnels, notamment ses boucles d'oreilles. On a un mandat de perquisition pour le domicile de M. Adams, afin de rechercher tout élément de preuve lié au viol de cette femme-là. On cherche les effets personnels qui lui ont été volés, ainsi que les traces de son ADN. Il est évident que son séjour en prison a changé son mode de vie. Il a peu de mobilier, pas grand-chose dans la pièce. Il a un calendrier avec chaque jour barré d'un grand trait noir au marqueur. Puis, on remarque quelque chose d'étrange. On trouve un paquet sous son lit qui contient plusieurs culottes féminines. Andrew Adams dit qu'il est fétichiste et qu'il vole les culottes sur les cordes à linge, pas très loin de chez lui. Je demande alors, à votre avis, il y a beaucoup de gens qui étendent des culottes sales sur leur corde à linge? Et il devient évasif à ce moment-là. L'enquêteur Leo Dam prélève l'ADN d'Andrew Adams et l'envoie au laboratoire. L'attente est insupportable, surtout quand on sait qu'il a cette envie irrépressible chaque jour.
Et puis tout à coup, je reçois un appel m'annonçant que l'ADN qu'on a prélevé sur Adams correspond à celui trouvé sur la scène du meurtre de Gwen Nelson en 1977. Ça permet d'éliminer le suspect initial qui est le petit ami de Gwen Nelson. Cependant, l'échantillon est tellement dégradé qu'il ne répond plus aux normes habituellement utilisées dans les tribunaux ou à des fins de preuve ADN. Mais il s'agit tout de même d'une correspondance. Et Chip Dombrowski fait pression sur le bureau du procureur pour qu'il inculpe Adams de meurtre au premier degré et de viol sur Gwen Nelson en 1977. Les mois passent. Aucune décision n'est prise. On ne peut qu'attendre que ça se reproduise. Et on essaie de trouver la pièce manquante du puzzle qui nous permettrait peut-être de l'inculper. Il n'est pas rare pour Lee Odom ou moi de passer devant sa maison en voiture et de dire bonjour. Je veux qu'il sache qu'on n'a pas abandonné. C'est peut-être un peu prétentieux de faire ça, mais bon, je sais que quelque chose d'horrible va se produire. Et puis on arrive au mois de janvier, en 2012, lorsque Mademoiselle Scott disparaît. Il existe des classifications pour les personnes disparues. Il y a bien sûr les alertes Silver qui concernent les personnes âgées. Il y a les alertes Amber qui concernent les enfants. Et il y a les personnes disparues en danger. Chaque signalement de personnes disparues est classé en fonction des faits et des circonstances propres à chaque cas. Dans cette affaire, il s'agit d'une femme adulte, Latricia Scott. Elle a une grande famille qui l'aime, qui la cherche et qui a signalé sa disparition. Pour n'importe quelle autre occasion, on aurait dit, bon, on va enquêter, on va tenter de se renseigner, de poser des questions dans le quartier, on va contacter ses amis. On va essayer de la retrouver par tous les moyens possibles, que ce soit par téléphone ou autre. Dans ce cas particulier, lorsque mon coéquipier me dit avec qui elle a été vue pour la dernière fois, on pense automatiquement à une personne disparue et en danger. Il y a 2 noms qui figurent sur la liste des personnes avec lesquelles elle avait parfois des contacts. Quand pour la première fois je vois le nom de la personne avec qui elle était, mon cœur se serre. Je saisis le téléphone de mon bureau et j'appelle mon collègue, l'enquêteur Odom. Et je lui dis, tu vas pas le croire, mais cette personne disparue, Latricia Scott, a été vue pour la dernière fois avec Andrew Adams. Et il me répond, tu plaisantes? Selon nous, cela devient évident qu'on doit s'occuper de cette affaire immédiatement. Premièrement, pour la retrouver si elle est encore en vie, mais aussi pour éviter qu'il ne lui arrive quelque chose. On sait qui est Adams, et surtout de quoi il est capable. Quand les gens pensent au vendredi 13, ils pensent à la malchance, à la superstition. Il n'est pas rare que les policiers avec lesquels je travaille soient particulièrement vigilants, surtout pendant le service de nuit, parce que c'est vendredi 13. On ne sait jamais à quoi s'attendre. La veille, je passe dans le quartier où Andrew Adams habite. Je remarque qu'il y a un groupe de personnes dans la rue. Il y a une sorte d'altercation. La famille de Latricia Scott s'en prend directement à la dernière personne qui a vu Latricia, à savoir Andrew Bernard Adams. Les membres de la famille sont échauffés. Et je vois bien qu'Adams commence à s'énerver maintenant que la police est là. Je lui demande si on peut s'isoler.
Pendant ce temps, je mets mon enregistreur numérique dans ma poche pour enregistrer notre conversation. Kevin Tully, police de Wilmington, comment ça va? Ça va? Bon, j'enquête sur la disparition d'une personne. Cette fille, tu la connais? Oui, c'est mon amie. Mais je sais pas où elle est. On nous a appelés ici parce que la famille est en colère. Parce qu'elle a disparu. Je sais pas où elle est partie. Lorsqu'on arrive dans le jardin, je remarque que le sol vient d'être creusé. Alors, je le signale à Adams. C'est de la terre très molle, là. Non, je sais pas. Je vous le dis, y a rien ici. Je vais creuser pour vous. Il se met à genoux et il creuse sur 1 mètre de profondeur à main nue pour me montrer qu'il n'y a rien dans ce trou. Je suis surpris par la facilité avec laquelle il utilise ses mains pour le faire. Vous l'avez creusé à la main? Je creuse encore et encore. Et y a rien du tout. D'autres agents patrouillent dans les environs et ils disent qu'il y a un autre endroit qui a également été creusé. Je vois bien qu'il a peur parce qu'il commence à se montrer nerveux. Adams demande s'il peut rentrer. Alors, je lui donne la permission parce qu'il n'est pas en état d'arrestation. Il est libre. Je peux aller aux toilettes? Allez-y, mais restez dans le coin. Au même moment, d'autres agents patrouillent au bout de la rue. Une grande clôture sépare la voie ferrée et les buissons. On voit une glacière en polystyrène qui semble avoir été jetée par-dessus la clôture. Les enquêteurs découvrent qu'elle contient des draps, des têtes d'oreiller et des vêtements entassés à l'intérieur. Ils présentent des traces de sang. Quelqu'un est grièvement blessé. On exécute le mandat de perquisition à la date du vendredi 13 janvier 2012. Lorsque le jour se lève le vendredi 13, la police commence à creuser. C'est une étape laborieuse. Ça prend beaucoup de temps. Mais ils découvrent un pied, plus précisément le talon, qui dépasse du sol. Voici le trou où le corps de Latricia Scott est retrouvé, enterré dans le jardin. De mémoire, je suis en route pour le travail lorsque j'apprends qu'un corps a été retrouvé. Je me souviens que les gens sont inquiets et très bouleversés. Je crois que certains pleurent aussi. Lorsque le corps de Latricia est retrouvé enterré, c'est démoralisant. Parce qu'on est sur le point d'arrêter un individu. Et voilà qu'il y a une nouvelle victime de son esprit enragé, de sa violence inouïe. Chaque fois qu'on a ce qu'on considère comme une occasion de sauver la vie de quelqu'un et qu'on échoue, c'est déchirant. Et pour moi, on ne peut pas être considéré comme un être humain si on ne ressent pas ce déchirement. Après la découverte du corps de Latricia, c'est primordial d'arrêter Adams dès que possible. Mais il a pris la fuite. Il a quitté les lieux. Il est introuvable. Il s'est volatilisé. Au début du mois de janvier 2020, la police de Wilmington fait une macabre découverte. Le corps battu à mort d'une jeune femme de 24 ans, Latricia Ann Scott, est retrouvé enterré dans une tombe peu profonde. Lorsque Latricia est retrouvée,
enterré dans le jardin d'Andrew Adams, je suis sur le qui-vive. Il est absolument primordial de l'arrêter et de le retirer de la société pour la sécurité de tous. Quand il quitte les lieux ce soir-là, on ne sait pas où il est parti. On sait qu'il n'a pas de véhicule et qu'il a peu d'argent. On se doute qu'il est dans les environs. Alors qu'on est au poste de police, un homme entre et nous dit qu'Andrew Adams se trouve dans sa pension de famille, à quelques rues de là. Ce soir-là, on évacue toutes les personnes dans la maison. Il s'est barricadé à l'intérieur, il refuse de sortir. On lance donc des grenades lacrymogènes dans la maison. Il ne sort pas. C'est quelqu'un de très coriace si l'on en juge à sa capacité à supporter les fumées de gaz poivre. On entre dans la maison. On est à l'étage à sa recherche. Mais il n'est pas là. On trouve ce trou qu'il a creusé. Adams a creusé un tunnel à travers le sol et le mur, à travers le placo et le bois. Il se cache au rez-de-chaussée, dans une partie complètement différente de la maison. On finit par le trouver, mais il vient de creuser un tunnel à travers le sol. C'est un homme sacrément fort. Je suis à environ 1 ou 2 rues de là, dans le sens du vent. Tout à coup, mes yeux se mettent à pleurer et à piquer à cause des gaz lacrymaux. C'est surréaliste. Je pense que toute la ville a pu pousser un soupir de soulagement. Une fois arrêté, il est conduit au poste de police et interrogé par Liodam et moi-même. Pourquoi on est là? Vous savez pourquoi? Pourquoi? Parce que vous pensez tous que j'ai tué la fille. La gentille petite fille. Adams est impassible et calme. Au début, il est un peu hésitant. C'est mon amie depuis environ 7 ou 8 mois. Ok. J'ai toujours été là pour elle. J'ai aidé ses enfants. C'est une longue relation. Malheureusement, cette confiance qu'elle avait en lui a conduit à sa perte. Parce qu'elle était avec quelqu'un d'extrêmement violent, qui a un passé très mouvementé. Et tôt ou tard, cette facette de sa personnalité s'est révélée et elle l'a payé de sa vie. On se disputait. D'accord. Et elle m'a dit quelque chose de vraiment blessant. C'est pour ça que je l'ai frappé. C'était un accident, mais je l'ai frappé. Frappé où? J'ai dit bordel, en plein visage. En fait, sa tête s'est cognée contre le lit. Je me suis dit, oh non. Vous l'avez frappé qu'une fois? Quoi? Une fois ou plusieurs fois? Une fois, je l'ai frappé une fois. Chez lui, on trouve un marteau. Il y a un petit cheveu coincé entre la tête du marteau et le manche. Malheureusement, on découvre que c'est l'arme qui a été utilisée contre Latricia. Mais ça n'a plus d'importance à ce moment-là parce qu'il a avoué. Ensuite, Adams est interrogé au sujet du meurtre de Gwendolyn Nelson en 1977. Et il est confronté à la correspondance ADN. On lui présente tous les faits. Et il nous donne des informations particulièrement détaillées sur ses vêtements. Un haut bustier de couleur claire, un short de couleur foncée. Il confirme qu'elle a effectivement essayé de le repousser. Et c'est la raison pour laquelle il l'a frappée à la tête, afin de la neutraliser. Il est ensuite interrogé au sujet du meurtre de Barbara Lewis. Il décrit en détail comment il a attrapé la jeune fille, sans savoir qu'il s'agissait de Barbara Lewis, et l'a traînée de l'autre côté de la rue, derrière un buisson. Vous avez été effrayé par quelque chose? J'ai cru entendre quelqu'un sous le porche. Ok. Il dit qu'il se cachait des gars qui se trouvaient sous le porche au bout de la rue et qu'il tirait Barbara hors de leur vue.
Il ne s'est pas rendu compte qu'il l'a étranglée trop fort et trop longtemps. Je l'ai déshabillée. Et elle n'a pas bougé, alors j'ai pensé, bordel, elle doit être morte. Donc je l'ai étranglée. Mais je savais pas que je l'avais tuée. Parce que j'avais un rapport sexuel avec elle, et elle bougeait pas. Pendant le rapport, elle a pas bougé. Elle disait rien. Et j'ai pas fait attention, en fait. Quand on aborde la question du pourquoi, il répond qu'il a saisi une opportunité. Après ça, ils ont obtenu suffisamment de preuves pour l'inculper de meurtre dans l'affaire Latricia Scott et de meurtre dans l'affaire Gwen Nelson. Le procureur voulait demander la peine de mort, mais il s'est avéré que le QI d'Andrew Adams était trop faible et que légalement, il ne pouvait pas. Adams a plaidé coupable de meurtre sans préméditation et de viol sans préméditation. Il est condamné à 2 peines à perpétuité sans possibilité de conditionnel. Dans le cas de Barbara, il n'y a pas suffisamment de preuves matérielles pour l'inculper, mais il est déjà condamné à 2 lourdes peines pour les meurtres de Gwen et de Latricia. L'affaire est donc classée sans suite. Je ressens un immense soulagement en rentrant chez moi ce soir-là. Le travail de ces 5 années, passé à enquêter sur cette affaire, me revient en pleine tête et j'apprends lors d'entretiens avec la famille que la mère de Gwen a pleuré tous les jours depuis l'assassinat de sa fille. Et je suis contrarié parce que sa mère est décédée sans jamais avoir eu l'occasion de voir justice être rendue. Tout au long de cette affaire, il y a un lien avec le vendredi 13. C'est la date à laquelle Adams a été incarcéré et qui a attiré l'attention de l'enquêteur, le 13 juillet 1979, un vendredi 13. Et puis, 3 décennies plus tard, le vendredi 13 janvier 2012, la police retrouve le corps de Latricia. Le même jour, Andrew Adams est à nouveau arrêté. Mais cette fois, il est condamné à la prison à perpétuité. Dans les affaires non élucidées, c'est un moment formidable lorsque l'on résout une énigme que personne d'autre n'a réussi à résoudre. On a assemblé les pièces du puzzle.